Anthony Kess, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, amis internautes. Bienvenue. Merci. On va démarrer par un tout premier quotidien, le Béninois libéré, qui propose dans sa parution de ce matin Laurent Roland Anthony Kess, échec du Béliard dans la 18e, de la 8e, 12e, 19e circonscription électorale et autres. Le quotidien qui demande à ce que certaines têtes soient sanctionnées, notamment Guadamassi, Toko, Adombi et autres. Oui, je crois que quand vous servez un pouvoir et que vous avez eu tous les privilèges à partir de ce pouvoir, de toute façon, pendant peut-être 7 ans pour certains, ou 5 ans pour d'autres, 3 ans ou 6 ans pour d'autres personnes, je crois que le plus important, parce que c'est la popularité qui vous conduit à ce niveau. C'est-à-dire que c'est parce que la population en majorité, à un moment donné, ont voté pour le chef de l'État qu'il a pu accéder à cette fonction, en tout cas cette haute fonction qu'est la magistrature suprême. Et dans une certaine mesure, quand vous servez ce chef et que vous êtes incapable de mobiliser les gens derrière ce chef, c'est que vous n'avez pas votre place. C'est vrai, les gens ne seront jamais d'accord avec moi, mais je dis technicité, d'accord, mais popularité aussi. Parce que les deux vont de pair. Talon n'a pas été élu parce qu'il a été plus technique que Lionel Zinsou. Talon n'a pas été élu parce qu'il a été plus technique que Sébastien Adjavon, bien évidemment. Quand je dis plus technique, c'est-à-dire que ils ne sont pas venus dire, bon, techniquement, économiquement, voilà. Et que, puisque les Béninois, pour autant, même si vous avez un projet de société que vous présentez, les Béninois, dans leur majorité, peut-être dans leur grand ensemble, ne comprennent pas pour autant ça, quoi. Et donc, il y a une sorte de popularité qu'il faut travailler à avoir. Et dès que vous ne l'avez pas, vous avez beau travailler à avoir le bon profil, la compétence et les qualités nécessaires, c'est que quand la population ne vous accompagne pas, n'est pas d'accord avec vous, vous n'êtes pas élu. Et donc, de ce point de vue, tous ceux qui sont censés servir ce chef pour nommer ministre, malheureusement ou heureusement, trouver grâce à être député, par exemple pour Guadamassi dans la 8e, où il n'y a pratiquement pas eu d'élection en 2019, avec les castes, il n'y avait pas eu d'élection, avec les castes, d'instruction, il n'y a pas eu d'élection par rapport à Tchaourou pour autant. Et pourtant, il a été élu député, il a été envoyé député, et c'est peut-être à cause de ces personnes-là que les gens disaient que des députés ont été nommés. Et donc, quand c'est comme ça, vous devez travailler. Quelles qu'en soient les sorties, les virées d'un ancien président de la République, vous devez tenir ferme dans votre localité et être élu. Et donc, quand on revient du côté de David Agbangba, par exemple, du côté du Kofo, bien évidemment, oui, c'est quelqu'un qui a toujours été élu, mais malheureusement, la razzia, peut-être, dans la localité Union Progressiste, l'a emporté, bien évidemment, et là, il ne revient plus à l'Assemblée nationale. Donc, il y a matière à se poser la question, est-ce que les gens, aujourd'hui, sont suffisamment représentatifs dans leur communauté pour rendre service à Patrice Talon, ou bien en réalité, ils sont représentatifs de leur famille et d'eux-mêmes, au point où ça fait chuter la popularité de Patrice Talon. C'est des questions qu'il faut se poser. Et selon vous, il faut sanctionner? Mais il faut sanctionner. Moi, je pense que en fait, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais quand l'équipe ne gagne pas, il faut changer. C'est terre à terre, c'est basique. Vous savez, et moi je le dis, les gens pensent qu'on attaque Joseph Djogbenou parce qu'il y a des attaques contre sa personne, mais il est président d'un parti quand même. Il a démissionné de la Cour constitutionnelle pour dire qu'il veut diriger l'Union progressiste. Et on a vu comment il fait le tout, comment il envoie des lettres régulièrement à ses militants. Mais si dans sa localité, par exemple, sa circonscription électorale, il n'a pas pu avoir les députés, il a été le seul à être élu de justesse, j'estime que, par exemple, c'est des comptes à lui demander, bien évidemment. Et si c'est ça, si d'autres personnes dans leur localité ont fait carton plein, il vaut mieux confier le parti à ces personnes, parce que ces personnes, alors, ont plus de poids pour parler dans une certaine mesure. Alors, donc, je dis, il faut sanctionner pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de la complaisance, pour que les gens comprennent que quand on est dans une équipe, on travaille à rendre. Écoutez, si par exemple, tel que l'Union progressiste a eu un seul député à Cotonou, si dans toutes les circonscriptions électorales, ils n'avaient qu'un seul député, est-ce qu'ils seraient là à dire aujourd'hui qu'ils ont 53 députés? Non, bien évidemment. Donc, ça veut dire que quoi? On me dira que oui, les Béninois sont durs, mais c'est parce qu'à un moment donné, vous avez été absent sur le terrain, bien évidemment. De 2019 ou bien de 2016 à 2023, bien évidemment, ou bien même de 2015 à 2023, pour Joseph Djogbenou qui a été élu avec Alternative citoyenne et impliqué au sein de l'Union pour la Nation en 2015, combien de fois avait-il été présent au chevet des Cotonois? Combien de fois avait-il été, en tout cas, assisté les Cotonois et
porter les problèmes des Cotonois. On a vu des gens qui, de 2016 à aujourd'hui, n'ont fait qu'encenser le chef de l'État. On a vu des gens qui, de 2016 à aujourd'hui, n'ont fait qu'approuver ou bien crier que tout ce que le chef fait, c'est bon. Alors qu'on sait bien qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, il y a matière à se remettre en cause dès aujourd'hui pour comprendre que la victoire de 2026 dépend de la présence des élus, ministres ou des nommés ministres, DG ou bien des élus députés ou des élus maires, conseillers communaux sur le terrain, au chevet des populations, à les écouter et à créer une certaine amitié, une certaine sympathie avec les populations. Plutôt que de rester là à penser qu'on est déjà à l'abri du besoin et que peut-être à la veille des élections, on débarque avec des sacs de riz, peut-être avec des poulets, pour penser que ça peut résoudre un problème. Il y a des Béninois qui vont prendre bouffer, et le jour des œufs. J'ai vu le 8 janvier, le député, le candidat Émile Roundel dit... Il y a des noms qui sortent, enfin, oui. À la porte, au portail de l'école primaire publique de Zogo, bien évidemment, debout, très désabusé, très désespéré. Il est candidat. Mais quand vous allez dans ce bureau de vote-là, malheureusement, ils n'ont rien pu avoir. Donc, alors, pendant de 2019 à aujourd'hui, qu'avez-vous fait dans votre localité? Parce qu'au-delà de tout, on a beau critiquer Talon dans les localités, partout autour au Bénin, mais dans les localités, les gens font carton plein. Ça veut dire qu'à vous, à votre niveau, il y a un problème que vous devez régler. Parlons toujours des législatives de 2023. Laurent Roland Tononiquès, nous sommes cette fois-ci à la une du quotidien Matin Libre qui parle de discrimination positive lors des dites législatives. Les partis en ont fait un usage malicieux, estime le quotidien. Très peu de femmes au poste de titulaire. Oui, justement, moi je crois que je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez. Vous savez, l'une des grandes formations qui parle de discrimination positive, promotion de la femme, c'est l'Union progressiste. Mais malheureusement, à aller reconstituer la liste de ce parti, peu de femmes ont été titulaires, peu de femmes ont été têtes de liste, bien évidemment, sur cette liste. On a mis les femmes au niveau de la dernière position, espérant avoir la majorité. Alors imaginez un instant terre à terre. Aujourd'hui, ils vont s'autosatisfaire de ce qu'ils ont eu 18 députés sur les femmes élues, bien évidemment. Enfin, mais, non, 14. 14, pardon. 14 sur le 28. Sur le 28. Mais imaginez que dans le cas d'espèce, ils n'avaient pas la majorité dans certaines circonscriptions électorales. Ça veut dire qu'ils n'auraient pas la majorité de femmes élues. Et pourtant, c'est eux qui étaient les premiers à dire nous ferons la promotion de la femme. Et donc, en réalité, les femmes auraient pu être titulaires. Au-delà de ce qu'on réserve de postes pour les femmes, on aurait pu mettre aussi d'autres femmes titulaires. Femmes compétentes, femmes pétries d'expérience, ça ne manque pas au sein de l'Union progressiste. Mais on a vu que beaucoup d'hommes ont été positionnés tête de liste et lesquels hommes, bien évidemment, c'était pas mieux, ayant conduit les listes, n'ont pas pu avoir grand-chose. Donc, j'estime qu'il ne suffit pas de dire, parce que la loi prévoit que 24 femmes d'office seront élues à l'Assemblée nationale, si en réalité votre liste a la majorité, qu'il faut mettre seulement les femmes au dernier rang. Imaginez un instant, le Bloc républicain a positionné dans la 16e Chantal Aïe tête de liste. Vous imaginez. Heureusement, ils ont eu un seul député dans la 16e, et c'est la dame qui a été élue. Ça veut dire que quoi? Si la dame n'avait pas été positionnée et que la dame, on comptait sur les dames qui sont à la dernière position, en tout cas, le poste réservé pour les femmes, le siège réservé pour les femmes, c'est que cette liste aura un député femme de moins, bien évidemment. Quand vous allez dans la 15e circonscription électorale, vous vous rendrez compte, bien évidemment, là, qu'aussi, on a mis Fagla Médégan en deuxième position et Délonis Koblevi tête de liste, bien évidemment. Délonis est passé de justesse et la dame a échoué. Donc, il y a ces problèmes. Quand vous venez dans la 6e, par exemple, on a tête de liste homme, deuxième homme, troisième homme, quatrième homme quand même. Donc, je crois que quand on dit on veut faire la promotion de la femme, il faut le faire de façon concrète. Ne pas tenir compte de l'existant, mais aller au-delà de l'existant. C'est-à-dire que ne pas tenir compte des 24 femmes qui, d'office, auraient pu être élues sur votre liste si vous avez la majorité dans les circonscriptions électorales, mais aller au-delà en positionnant des femmes titulaires, première titulaire ou bien deuxième titulaire, bien évidemment. Et là, ça permettrait d'avoir plus de femmes. Dans la perspective de l'installation des 109 députés devant siéger à l'Assemblée nationale, beaucoup de supputations. Laurent Roland Tononiquès pour le contrôle du perchoir. Gérard Bénochi pressenti selon le quotidien Matin Libre. Je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises. Le prochain président de l'Assemblée nationale serait probablement ce monsieur. Je crois que pour une fois, j'ai fait la description, en tout cas en montrant que selon les informations glanées là dans les coulisses, il se peut que ce soit lui, notamment le fait que le patriarche Amos Ogbonne ne soit plus aux affaires politiquement. Il faut trouver un leader du Koufou
pour véritablement continuer à maîtriser l'électorat du Koufou. Et donc, quand on regarde ça, parce qu'au-delà de tout, hein, ça dit, il y a matière à trouver un élément essentiel qui peut continuer. D'abord que c'est un... Les gens diront qu'il y a quelques procès de l'État, mais c'est un poulain de Aboussou Bruno. Donc ça peut être des cartes jouées par Aboussou Bruno, bien évidemment. Mais fort malheureusement, vous savez, Patrice Talon, on ne le voit jamais là où on l'attend. Donc c'est peut-être là où il faut être assez prudent. Il faut être prudent quand même. Même si c'est le monsieur qui avait été pressenti, qui était son choix, il se peut que parce qu'on en parle beaucoup. Parce qu'on a commencé par en parler depuis quelques mois. Qu'il change. Mais je crois qu'au-delà de tout, c'est un bon monsieur qui a la tête sur les épaules. Vous voyez, quand il prend la parole avec beaucoup de tempérance. Et c'est pas de maîtrise. C'est pas quelqu'un qui s'agite en réalité. Comparativement à d'autres députés qui s'agitent, qui disent tout et rien à la fois. Voilà un monsieur qui, par exemple, quand il prend la parole, il prend tout son temps, il a la maîtrise des dossiers. Et je crois que le président de la commission des finances, bien évidemment, à l'Assemblée nationale, pour le truc, la huitième législature, bien évidemment, il maîtrise les grands dossiers, en tout cas du Parlement et de la République, bien évidemment. Oui, si le choix est porté sur lui, on va dire bonne chance à lui. Hein. On n'a rien contre, bien évidemment, parce que peut-être c'est son soleil qui s'est levé. Il faut qu'il en profite. Mais bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser à des têtes comme l'ancien président de la Cour constitutionnelle. On en parlait, président donc, de l'UPA, Diogbenou, qui tente donc justement la Cour constitutionnelle, prenant la tête de l'Union progressiste Le Renouveau. On s'imagine mal un Diogbenou aller s'asseoir à l'Assemblée nationale en tant que simple député. Non, mais il a comme suppléant. Enfin, on imagine mal. Il a comme suppléant à Dating, donc qui cédera sa place. Qui certainement retournera à l'Assemblée nationale pour continuer ce qu'il a fait, président de la Commission des lois. Je crois que, vous savez, dans les résultats issus, quand on analyse les résultats issus des élections parfois, ces résultats parfois amènent des problèmes dans les partis politiques. Je vous donne l'exemple simple de Georges Bada en 2020. Pour le simple fait que Georges Bada n'a pas réussi à avoir la majorité dans l'arrondissement central de Clavi, ceux qui ont eu la majorité à Goudomé se sont révoltés pour dire pas question, il n'est pas représentatif et par conséquent, il ne peut plus prendre la mairie, il ne peut plus être maire. Et ça qui a fait que, malheureusement, un beau matin, un certain Angelo Arandino a été désigné pour... Malheureusement, dites-vous, pour qui? Je dis, excusez, malheureusement... Pour Bada malheureusement pour Bada, oui. Okay, mais fort heureusement pour Précisons. lui. Voilà, malheureusement pour Bada et fort heureusement pour Angelo Arandino. Il a été désigné un beau matin, encore que nous étions à l'aide des nominations des maires. Fort heureusement pour lui, il a été nommé maire. Donc, quand on regarde aujourd'hui, est-ce que Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle, tous les élus députés de l'Union progressiste seront d'accord? Est-ce que les militants, fondamentalement, qui ont fait carton plein dans cette localité, seront d'accord? Oui, mais Diogbenou, président déjà de l'Union progressiste Le Renouveau, c'est un fait. Oui, mais il continue sa mission, il prépare le terrain. Certains ont dit que aurait pu justement, désabusé plus d'un. Oui, mais écoutez, vous savez, il est déjà président de l'UPR. Oui. Je crois qu'il a beaucoup... À partir du moment où on accepte qu'il soit président de l'Union progressiste, oui, c'est pas un laisser-passer pour être président de l'Assemblée nationale. Non, c'est pas un laisser-passer. Le choix se fait au sein du parti. Je sais que le maître à penser du parti, parce qu'au-delà de tout... Bien sûr, c'est le chef de l'État. Au-delà de tous les chefs de parti, au-delà de tous les chefs de parti, c'est qu'il y a un chef qui a le dernier mot. Donc, il revient à ce chef de décider si son ex-avocat ou bien son avocat par le passé, son ancien ministre, son président, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, son ancien ministre, son avocat sera président de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est eux qui dirigent le pays, c'est à eux de choisir, de décider. Nous, on est là peut-être pour observer et puis peut-être opiner. Mais au fond, il va falloir faire très attention quand je vois par exemple certains dans le starting block, quand il y a des noms, malheureusement, c'est des situations qui peuvent amener des crises. Victor Togbanou, vu son positionnement justement dans la 6e, bien évidemment, il est impossible de ne pas aussi s'occuper en la matière. Oui, mais bien évidemment, mais à l'Assemblée nationale, on a besoin peut-être des têtes bien faites parfois pour pouvoir maîtriser les lois et savoir quelle loi voter pour maîtriser les béninois dans une certaine mesure. Maîtriser les subtilités. De toute façon. Donc, dans une certaine mesure, il faut faire attention à ne pas choisir quelqu'un qui sera source de malentendu au sein du parti l'Union progressiste. On va poursuivre Laurent Roland Tononiquet, c'est parler législative toujours, mais cette fois-ci législative en 2026, les élections générales notamment. Le quotidien Nouvelle Génération en parle pour une victoire de la mouvance présidentielle aux élections générales de 2026.
Le quotidien propose 4 axes à prioriser. Laurent Roland Tononiquès, indispensable fusion de l'UP, le Renouveau et du BR. Je me rappelle qu'on en parlait la semaine passée en plateau avec une invitée, justement membre du parti Union progressiste, le Renouveau, Madame Kiando, qui estimait que ce n'était pas à l'ordre du jour. Alors, moi, je crois que je reviens là-dessus. Fusion indispensable de l'Union progressiste, le Renouveau et du BR, c'est très important. Parce que je vous explique, si en 2026, l'Union progressiste, le Renouveau présentait un candidat, d'accord, et que le BR présentait un candidat, et que peut-être le dauphin du parti se retrouvait du côté de l'Union progressiste, le Renouveau, et qu'il en arrive qu'au second tour, l'Union progressiste est peut-être première et que le BR deuxième, et qu'une autre formation de l'opposition en arrive à être troisième, et que les autres qui pourraient avoir les 3%, 2%, en tout cas il y aura des candidatures certainement qui auront qui peut-être peuvent réussir à avoir les parrainages qu'on a pu voir, comme on a pu voir pour Agossa et je savais que vous alliez faire référence. Il y a des gens qui peuvent sortir de nulle part. C'est possible que les gens sortent de nulle part aussi pour avoir des parrainages. Mais imaginez que l'UP soit première et que le BR soit deuxième et qu'une autre formation soit troisième. Dans ce cas, et que chacun veut avoir... Disons les démocrates. Voilà. Tenant compte des résultats qu'on a pu avoir aux législatives. Et si dans ce cas, par exemple, il y a... Parce que personne ne rejette le pouvoir, chacun veut le pouvoir. Bien sûr. Si le candidat de l'UP est là, vous pensez que le candidat du BR va démissionner, rejeter pour dire, bon, match amique, vous avez pu voir. Non, mais c'est arrivé. Avec sous le général Mathieu Kékou. Justement, c'est arrivé. Mais c'est arrivé, mais ce n'est pas évident. Parce que vous savez, pour 2026, il va falloir faire très attention pour ne pas avoir de surprises. Parce que c'est la troisième formation. Comme on a pu voir, depuis quelques jours, les gens disent que les démocrates pourraient aller avec le parti républicain. Même si le SGN, justement, non, a démenti. J'ai dit que ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. En l'état, Abuja Biachal même sait qu'il ne peut pas oser. En fait, c'est... Sous le régime de la rupture, ce sont des choses impossibles. Oui, c'est impossible. À une certaine époque, peut-être. Oui, mais Biachal même sait qu'il ne peut pas oser dans le système de mesures. Donc, il est venu juste confirmer ce qu'on sait déjà. Alors, donc, en l'état, Patrice Talon est en train de partir, donc tout est possible. Parce qu'il n'est plus ce lion qui peut rugir, qui fait peur, parce qu'il est en train de partir. Donc, c'est possible. Et donc, s'ils font la fusion, ils n'auront qu'un seul candidat. Ils peuvent négocier, bien évidemment. Mais c'est dans le cas où le BR serait troisième, il n'y a aucun problème. Le BR va rejoindre facilement les négocier. Mais si les deux se retrouvent premier et deuxième... Il y aura un match amical. Non, attention, il y aura un problème. Il y aura un match amical. Il y aura un problème. Il n'y aura aucun problème. Il y aura juste un match amical. Match amical, c'est déjà arrivé. Le prochain gouvernement Talon doit être plus politique que technique. Êtes-vous d'accord? Je crois que dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux être plus politique que technique. Oui, technique. Mais mieux, comment dire, à quelle fin? Écoutez, vous savez, dans un ministère, il y a les directeurs de cabinet, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux qui sont beaucoup plus techniques. D'accord. Aujourd'hui, en l'état, si Patrice Talon a été technique jusque-là, c'est qu'il y a une dynamique qui a été insufflée. Et donc, on connaît là où il va. Il y a des documents qui montrent là où on va déjà. Donc, un ministre qui n'est pas politique, qui pense qu'il faut être uniquement technique, doit pouvoir céder sa place à un ministre politique qui répond, qui a la possibilité de répondre aux doléances des populations, aller les écouter et apporter des solutions à leurs difficultés. Donc, les ministres qu'on connaît, techniques, qui sont à Cotonou, qui ne font plus dans leur village, qui ne font plus dans leur localité, il faut en même temps, à un moment donné, faire le bilan et s'en débarrasser. Il faut s'en séparer. S'en séparer si on veut avoir des résultats. Parce que je l'ai dit. Sur le plan politique. Sur le plan politique. Parce que je l'ai dit, quand on regarde le nombre les chiffres issus des unes, ce n'est pas la majorité des députés qu'il faut regarder. Il faut regarder les chiffres qui sont issus des unes et faire très attention avec ça. Je n'aimerais pas vous couper, mais on est d'accord que oui, si le ministre est entouré de cadres techniques, le travail peut être fait. Mais on est d'accord qu'un ministre technique, entouré de cadres techniques, apporte plus de résultats sur le plan technique. Oui, mais écoutez, je vous ai dit... Donc il faut sacrifier finalement des résultats sur le plan peut-être du développement. Être technique, mais se rapprocher des populations. Vous savez, ceux dont je parle, il y a des ministres, par exemple, qui sont peut-être dans leur villa là. Quand ils quittent le ministère, c'est le villa, la villa. Le domicile et c'est ça s'arrête là. D'accord. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont dans leur localité régulièrement, au contact des populations. Évidemment, c'est ça que je parle. Amélioration de la politique sociale du gouvernement Talon. Le quotidien estime que c'est aussi un axe sur lequel il faut travailler, améliorer la politique sociale du gouvernement. En la matière, beaucoup de choses ont été déjà faites. Et en la matière, beaucoup de choses restent à faire. Non, sont en perspective donc, pour être faites. Donc, je crois que là où nous sommes maintenant,
J'ai insisté là-dessus, il faut revoir la gouvernance. Ok. Nécessairement. Il ne faut pas se dire qu'on a 41 députés. Il faut revoir la gouvernance pour espérer que le nombre de votants, en tout cas pour les Français de la mouvance présidentielle, puisse augmenter d'ici 2026. C'est très important pour ne pas être surpris. Autre chose à revoir peut-être, enfin selon le quotidien La Nouvelle Génération, le positionnement fantaisiste et clientéliste. Oui, il y a beaucoup de positionnements fantaisistes. Je crois que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Beaucoup ont fait le constat de ce que dans certaines localités, des positionnements ont choqué plus d'un. Des gens qui pourraient remplir certaines missions ont été dégagés des listes, bien évidemment, qui pourraient aider à faire la razzia pour certaines fonctions politiques ont été retirés des listes. Et des gens, du jour au lendemain, sont venus récolter là où ils n'ont pas semé, malheureusement. Et donc, quand on dit qu'une adjointe au maire de Calavi aurait fait campagne pour les démocrates, mais ça ne devait pas surprendre. Parce que si vous avez un résultat sur le terrain déjà, et que vous avez des acquis, et que malheureusement on débat quelqu'un que vous n'avez pas vu au front pendant un moment, qui débarque un jour, qui devient candidat pour lequel vous devez travailler, ça choque. Et c'est un peu comme ce que je dis. Quand on n'a pas vu Djabouni, militant du parti, il était à la Congrès quand le parti a été créé, mais du jour au lendemain a été parachuté président du parti, ça va choquer des gens qui ne parlent pas maintenant parce que le chef en face est redoutable. Donc on ne peut pas oser broncher, on est obligé de subir. Mais l'heure arrivera où les gens auront la possibilité de réagir. Et c'est leur réaction pourrait être suicidaire pour la mouvance présidentielle. La crise au sein du parti MPL n'aura pas échappé au quotidien ce matin dans leur parution. Laurent Roland Tononiquès, le grand jury, en parle. Crise profonde post-législative au MPL. Pourquoi Expérience TB refuse de libérer l'argent des mandataires dans la réserve des deux parts qui constitue les 28 millions fois 2, soit 56 millions de francs CFA. Je crois qu'on va finir de parler de ce dossier-là aujourd'hui pour dire clairement que voilà un peu ce que je disais. Les gens ont reçu de l'argent, des dizaines de millions. Nous a-t-on dit, en tout cas, selon les propos de Billy Roumancet. Billy Roumancet, qui estime d'ailleurs avoir décidé de ne pas reculer. C'est La Nouvelle Génération qui en parle. Nous affronterons tous les coups des camarades en face. Donc, quand vous prenez de l'argent-là, vous envoyez des jeunes dans le bureau de vote et vous ne payez pas les jeunes. Et vous pensez vouloir changer un système. Vous pensez vouloir balayer un système qui est assis. Je crois que non, ça commence par là. Vous savez qu'en la matière, le président Expérience TB s'est justifié à parler justement de signatures qui se ressemblaient, donc tentative de fraude à la limite au niveau, donc, on va dire, des mandataires ou en tout cas de certains coordonnateurs. Écoutez, ils n'ont pas... Pour une élection, je crois que pour la petite expérience que j'ai, on connaît la liste des mandataires qui vont dans le bureau de vote, on connaît leur nom. En tout cas, on a la liste et on a les bureaux de vote, bien évidemment. Et en l'état, c'est 16 000 bureaux de vote au Bénin. Il est censé faire le point à son niveau et de voir comment si les listes sont arrivées. Et que selon les informations, c'est qu'il a été décidé de procéder par paiement électronique, en fait, faire des transferts. Donc, il fallait que les mandataires envoient leur procès et signent les documents, sauf que, enfin, selon les informations que j'ai pu avoir, c'est qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que oui, certaines signatures se ressemblaient et donc le président a estimé qu'il ne pouvait pas payer dans ces conditions. Je vais vous expliquer la mauvaise foi des politiques parfois. Les acteurs politiques, il ne faut pas leur faire confiance. Quand ils envoient les mandataires dans le bureau de vote et qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, ils ne veulent pas payer. D'accord? Tout autre argument n'est qu'un argument fallacieux. C'est-à-dire, ils vous envoient dans le bureau de vote. Moi, j'ai subi ça par le passé. Ils vous envoient dans le bureau de vote. Vous travaillez jusqu'au soir, puisque dans le bureau de vote, vous avez eu mal à l'époque, je suppose. Mais écoutez... Très mal. Vous restez du matin au soir, on vous promet 5 000 francs. Bien sûr. Non, on l'a tous fait. Et le gars, le soir, parce qu'il a eu deux voix dans ce bureau de vote, là, il refuse de vous payer. Et après, on vient justifier qu'il y a des scientifiques qui se reposent. Maintenant, qu'ils sortent l'argent, qu'ils mettent quelque part alors, et que les gens fassent le point des mandataires. S'ils veulent que les gens viennent faire le rang, pour qu'ils payent alors. Il faut espérer que le processus soit en cours, justement, pour rendre ces sous aux mandataires en question. Merci à vous. C'est moi. Laurent Roland Tononiquès, on vous retrouve demain en plateau pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden.